très heureux de vous recevoir, mesdames et messieurs, bonjour. Les contents est que nous savons que vous êtes si nombreux à nous suivre à Saint-Instant. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous, camarade Trésor Kayeye, avec lui, nous allons parler de deux thématiques. La première sera la situation actuelle de la CENI, la désignation des animateurs de la CENI. Et la deuxième, on va toucher sur l'affaire RAM. Monsieur Trésor, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ah, tout va bien. Par la grâce de Dieu, content de vous recevoir. Et vous avez dit que vous êtes président du UNONG. Le nom, c'est encore. Je suis président national d'une ONG qui a pour mission de promouvoir la justice et la bonne gouvernance dans notre pays. Ok. Bah oui. Voilà. Et monsieur Trésor, je vous reçois en qualité de juriste. C'est pour cela qu'on veut savoir la situation globale dans notre pays depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé depuis le départ de Kabila et aujourd'hui Félix Tshisekedi a amélioré? Voilà, merci beaucoup pour la parole accordée, monsieur le journaliste. Je m'aimerais au moins à travers cette émission qui est d'ailleurs une émission interactive autour de laquelle le peuple congolais va pouvoir trouver une autre dimension de réflexion. Non seulement une dimension de réflexion qui va aussi permettre aux autres qui ne s'intéressent pas avec la situation politique de notre pays de pouvoir s'intéresser beaucoup plus. Okay. Comme ça a toujours été le cas comme je le disais tantôt, que si vous ne vous intéressez pas de la politique, elle finira par vous intéresser de vous. Dans le cadre de cette émission, j'aimerais être trop scientifique. Je ne voudrais pas à ce qu'il y ait une appartenance quelconque politique qui finirait peut-être par... Normalement, parce que je vous ai réussi en qualité de juriste. Donc, je peux toutefois rappeler que vous n'êtes pas jusque-là dans un parti politique, si je ne me trompe pas. Affirmatif. Okay. Je vous ai reçu étant juriste qui va critiquer quelques décisions, quelques façons de faire de nos politiques. Et c'est pour cela que nous vous demandons cette question de savoir si, depuis notre président actuel est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il a amené quoi des bons. Là, nous parlons sur l'aspect politique, l'aspect économique et dans beaucoup d'autres aspects. Voilà, soyez-en encore me remercier pour cette dernière parole accordée. Je vous en remercie. Moi, je pense que la situation politique de la République démocratique du Congo, nous devons l'inscrire dans une optique à laquelle nous les comparons avec un éléphant boiteux. Okay. Qui veut beaucoup plus fonctionner, qui veut devenir à son état initial, qui veut assez qu'il fonctionne comme il a toujours été. Mais nous considérons à travers cet handicap-là qui ne lui permet pas de fonctionner tel qu'il se doit. Et lorsque nous considérons la situation actuelle de la politique de notre État, nous nous retrouvons dans une hypothèse à laquelle où les institutions de la République ne fonctionnent pas telles qu'il se doit, ne fonctionnent pas au respect des textes et des procédures, et des fois nous nous retrouvons dans une situation à laquelle nous ne parvenons pas à nous situer. Est-ce que des fois nous sommes dans une hypothèse à laquelle une institution échappe au contrôle, à un contrôle quelconque, ou qui peut toutefois nous pousser à pouvoir nous retrouver dans un cadre extra-constitutionnel ou extra-institutionnel. Voilà, c'est un peu ça que nous sommes en train de nous poser beaucoup plus de questions. Mais pour ne pas tarder et pour répondre à votre préoccupation qui est d'ailleurs très importante, nous disons que si nous prenons la situation dans tous les aspects, la situation politique dans tous les aspects, prenons pour la première fois la situation sécuritaire, la situation économique, la situation sociale et dans tous les autres aspects de la vie, nous constatons qu'il n'y a pas vraiment des avancées. Il n'y a pas vraiment des avancées et cette difficulté est dite par rapport aux gestions des institutions et aussi à la volonté du pouvoir en place qui ne permet pas à ce que ces institutions fonctionnent
respect de la République, au respect des textes de la des normes. République Ok. et tout ça. Mais parlons d'abord de l'aspect de la sécurité. Parce que vous avez cité notre aspect sécurité. Mais là, quand même, nous savons qu'il y a au moins l'état des sièges du côté Est. Et ça fait au moins quelque chose, alors que autant de présidents Kabila, ça n'existait pas. Il y avait toujours des tueries là-bas. Et autant de Félix Tshisekedi, notre président, il y a au moins une avancée. Pourquoi? Parce qu'il y a état de siège. Bon, normalement, la situation insécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo ne se manifeste pas, ne se constate pas aujourd'hui. C'est une situation qui date depuis très longtemps, Oui, oui. depuis plusieurs présidents précédents de notre République, et que nous ne pouvons toujours pas normalement donner cette tâche ou cette faute-là au président de la République actuelle, parce que ce n'est pas lui qui a commencé avec cette situation-là. Voilà. Affirmatif. Si nous regardons, nous pensions, selon la logique, et que l'état des sièges pouvait revenir ou pouvait venir donner une solution ou trouver solution. Il y a au moins l'état des sièges du côté Est. Et ça fait au moins quelque chose, alors que autant de présidents Kabila, ça n'existait pas. Il y avait toujours des tueries là-bas. Et autant de Félix Tshisekedi, notre président, il y a au moins une avancée. Pourquoi? Parce qu'il y a état de siège. Bon, normalement, la situation insécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo ne se manifeste pas, ne se constate pas aujourd'hui. C'est une situation qui date depuis très longtemps, Oui, oui. depuis plusieurs présidents précédents de notre République, et que nous ne pouvons toujours pas normalement donner cette tâche ou cette faute-là au président de la République actuelle, parce que ce n'est pas lui qui a commencé avec cette situation-là. Voilà. Affirmatif. Si nous regardons, nous pensions, selon la logique, et que l'état des sièges pouvait revenir ou pouvait venir donner une solution ou trouver solution aux problèmes qui se posent au niveau de l'Ituri, au niveau de Beni, au niveau de tout ce qui se passe sur l'ensemble de la République. Nous pensions peut-être que l'état des sièges pouvait apporter quand même un élément de plus, qui pouvait peut-être permettre à ces Congolais qui vivent à ces coins de la République de pouvoir trouver quand même la paix. Parce qu'on ne pourra pas vraiment réfléchir sur une autre question de développement tant que vous vous estimez ou vous pensez que vous vous retrouvez dans une situation là où il est instable et tout autre chose. Donc, le président de la République a pensé, a estimé l'effet de pouvoir faire un état de siège au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, pouvait quand même répondre aux questions, des problèmes qui se posaient, pouvait quand même mettre fin à tous les soulèvements des mouvements de rebelles, pouvait quand même mettre fin à tous les problèmes qui s'est passé de l'autre côté. Mais aujourd'hui, nous constatons, c'est comme si nous sommes en train de tourner autour de la même chose. À chaque fois qu'on prolonge l'état de siège, on estime normalement qu'il n'y a pas de avancées. Et nous, à ce stade actuel, on estimait qu'on ne pouvait pas normalement arriver à ce stade. Donc, le deuxième prolongation d'état de siège, normalement, pouvait peut-être considéré comme une fin de prolongation. Mais aujourd'hui, nous constatons, nous sommes déjà au 15e prolongation d'état de siège. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui se pose? Est-ce que c'est toujours de l'irresponsabilité de l'État? Pouvait quand même mettre fin à tous les soulèvements des mouvements de rebelles, pouvait quand même mettre fin à tous les problèmes qui s'est passé de l'autre côté. Mais aujourd'hui, nous constatons, c'est comme si nous sommes en train de tourner autour de la même chose. À chaque fois qu'on prolonge l'état de siège, on estime normalement qu'il n'y a pas d'avancées. Et nous, à ce stade actuel, on estimait qu'on ne pouvait pas normalement arriver à ce stade. Donc, le deuxième prolongation d'état de siège, normalement, pouvait peut-être considéré comme une fin de prolongation. Mais aujourd'hui, nous constatons, nous sommes déjà au 15e prolongation d'état de siège. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui se pose? Est-ce que c'est toujours de l'irresponsabilité de l'État, ou soit l'État n'est toujours pas à mesure, ou c'est seulement notre armée qui n'est pas forte et à mettre fin à toutes ces situations? Voilà, ce sont des questions en réalité que nous posons nuit et jour, mais nous revenons toujours pour dire que, bon, comme le président de la République lui-même... Merci beaucoup. Parlons de prolongation là. Le président a dit que si la guerre n'est pas finie totalement, il ne va pas lever la mesure
de l'état de siège. Alors que vous étant juriste, parce que nous savons que l'état de siège, je peux dire, c'est un régime d'exception. Affirmatif. Un régime d'exception et que ça ne peut pas durer éternellement. Et conditionner la fin de guerre avec la levée de cet état de siège, vous trouverez pas que ça n'a pas vraiment les bons sens à entendre. Bon, et tant qu'un juriste en formation, je donnerai un avis sur ça, sur lequel je dirais qu'à chaque fois quand le président de la République prolonge l'état de siège, à mon avis, je me dis que ça fait partie de ses pouvoirs en tant que président de la République. Okay. Et normalement, il ne pouvait pas suspendre toutes ces actions-là. Il ne pouvait aussi pas dire que non, nous, à partir d'aujourd'hui, parce que nous avons déjà prolongé par autant de fois et que nous ne pouvons plus encore revenir sur le même système de prolongement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais par contre, par autant de fois que le président de la République constate qu'il y a des mouvements, qu'il y a des tueries, la situation insécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo continue toujours à être de plus en plus inquiétante. Automatiquement, le président de la République ne peut pas dire qu'aujourd'hui, je mets fin à ces stades de prolongement d'état de siège. Moi, je pense qu'il ne peut pas, parce que la mission même principale de l'état de siège, normalement, c'est pour mettre fin à ces guerres. Et tant que cette guerre-là, ces agressions-là, ces mouvements-là des rebelles continuent toujours à se manifester, le président de la République ne peut pas mettre fin à ces prolongements, sinon il finirait par rentrer par la contradiction de ses propres décisions qu'il lui-même a initiées au départ, qu'il estimait que ça pourra apporter solution aux problèmes qui se posent à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Revenons à Kinshasa. Et ici, on va toucher sur la désignation ou l'intérinement de membres du bureau de la CENI. Cette procédure, parce qu'auparavant, nous avons connu presque la même chose avec, j'ai oublié encore son nom, Ronsa Malonda, allais-je dire. Lorsque Ronsa Malonda, on l'avait même entériné à l'Assemblée nationale. Mais le président avait refusé, en fait. Avait initié à ce que Ronsa Malonda soit écarté, et là on parlait de marche. Et aujourd'hui, avec Denis Kadimon, bien que l'autre parti estime qu'il ne devait pas être là, d'autres partis, comme l'UDPS et les autres, dit que c'est bon, il est compétent, il doit être là. Le fait que le président intériné, Willy Kadima, ou les membres de la CENI, du bureau de la CENI, pour vous, ça a au moins un impact. Est-ce que cette mesure promet quelque chose de bon à l'avenir ou aux élections de 2023? Bon, comme nous avons toujours espéré avoir une élection démocratique, crédible et transparente dans notre État, nous estimons, à chaque fois que nous nous retrouvons devant toutes ces contradictions, ça met des fois la population en difficulté de pouvoir comprendre certaines choses. Et surtout que moi, d'après mes analyses, d'après mes observations, depuis que je suis scientifique et chercheur en droit, je me suis toujours dit que, après avoir fait beaucoup d'analyses dans la désignation de la question des animateurs de la CENI, certains contredisent toujours ça, du genre que non, des fois, il appartient du pouvoir en place. Et moi, je pense que dans les cas d'espèce, lorsque nous analysons, non seulement dans le cas de la République démocratique du Congo, la désignation des animateurs de la CENI, on connaît tous, a toujours été de la volonté du pouvoir en place. Et comme dans le but de faire protéger le pouvoir, on ne peut pas vraiment mettre quelqu'un sans toutefois avoir une main mise sur lui et avoir vraiment une bonne observation sur tout ce qu'il pouvait faire, de sorte que les convénients, les difficultés ne puissent pas reculer encore comme il pouvait encore finir par regretter. Tu vois.
lorsque nous nous retrouvons dans le cadre de la République démocratique du Congo pour le choix de Denis Kadima. de Denis Kadima, comme Ok. vous l'avez tantôt dit, de Denis Kadima, à mon avis, je me dis que non. Je ne dis pas qu'il est neutre, et je ne dis pas aussi qu'il fait partie d'un quelconque camp politique. Ce sont des questions politiques qui entrent de gauche et de droite. Mais à mon avis, je dirais que nous, ce qu'on attend d'une élection crédible et transparente en République démocratique du Congo, on veut à ce qu'un président de la CENI soit quelqu'un qui n'a pas vraiment une obédience politique, Ok. qui n'a pas vraiment un parti pris. Mais parlons même de parti pris, parce que Denis Kadima, normalement, est sorti de la société civile. Oui, oui. Comme la loi l'a dit, que le président doit sortir de la société civile. C'est ce qui se fait. Et nous savons que Denis Kadima est quelqu'un de compétent parce qu'il maîtrise vraiment cette matière, la matière électorale. Oui, oui. Il est même invité partout dans beaucoup d'autres pays en Afrique. Il a fait en fait des choses bonnes là-bas. Mais Sanko reproche à Denis Kadima une chose seulement, l'appartenance ou soit qui partage des relations avec le président actuel, qui n'est pas bon pour les élections futures. Pourquoi? Parce que le président actuel va aussi mettre sa candidature. Affirmatif. Et sur ce, ça causerait un problème. Mais pourquoi? Parce que le président actuel va aussi mettre sa candidature. Affirmatif. Et sur ce, ça causerait un problème. Mais le fait d'une personne puisse avoir des relations avec, je ne sais pas moi qui, mais la personne est compétente. N'est-ce pas là déjà quelque chose de bien pour laisser la personne et le juger après les élections, par exemple? Bon, normalement, pour ce qui est question par rapport à la désignation du Denis Kadima à la tête de la CENI, de notre État qui est la République démocratique du Congo, ne se pose pas seulement pour son expérience. Ok. Et là où ça pose problème, c'est par rapport d'abord à sa moralité. Ok. Là où ça pose problème, c'est aussi par rapport à son appartenance à un Merci. parti politique. Et Merci. surtout que pendant même les élections, la commission qui était chargée à organiser les élections pour les nouveaux animateurs de la CENI a estimé, a fait des constats que la candidature de Denis Kadima estimerait appartenir à une obédience politique quelconque que les autres partis n'avaient pas partagé les mêmes avis. Ok. Tu vois, c'est là où ça pose problème. Parce que s'il faut entrer dans la considération, l'expérience et tout autre chose, ce n'est pas ce qui intéresse aujourd'hui l'opinion, ce n'est pas ce qui intéresse aujourd'hui le peuple congolais. C'est organiser les élections pour les nouveaux animateurs de la CENI, a estimé, a fait des constats que la candidature de Denis Kadima estimerait appartenir à une obédience politique quelconque que les autres partis n'avaient pas partagé les mêmes avis. Ok. Tu vois, c'est là où ça pose problème. Parce que s'il faut entrer dans la considération, l'expérience et tout autre chose, ce n'est pas ce qui intéresse aujourd'hui l'opinion, ce n'est pas ce qui intéresse aujourd'hui le peuple congolais, ce n'est pas ce qui intéresse aujourd'hui l'opposition que nous avons. Ce qui intéresse, c'est son appartenance. Et des fois, le peuple congolais se pose la question, en quoi est-ce que nous pouvons espérer à une élection crédible et transparente pendant que le nouveau animateur de la CENI fait partie d'une obédience politique du pouvoir en place? C'est là où ça pose problème. Et j'ai même vu à travers les réseaux sociaux, à chaque fois quand je suis trop sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, le Twitter, j'ai même vu le jour de la prestation de serment du nouveau président de la CENI, accompagné même par les membres de l'UDPS. Et des fois, on se pose la question. Voilà, là où normalement, on se dit, alors dans l'hypothèse où Denis Kadima n'appartenait pas à une obédience politique qui était nette, normalement, il ne serait pas accompagné par un groupe d'individus et qui soutenaient et avec les drapeaux de l'UDPS qui dit que non, normalement, nous accompagnons
notre président de la CENI, on aurait voulu peut-être voir les Congolais étant nets sans aucun drapeau, d'aucun parti politique, vers la Cour constitutionnelle, accompagné à la prestation des serments. On a été tuqué, on voit quelqu'un à la Cour, c'est ensemble avec les membres, avec le militant d'un parti politique qui l'accompagne à la prestation des serments, et surtout que nous estimons attendre une élection crédible et transparente. En quoi est-ce que nous pouvons les qualifier à l'élection future avec Denis Kadima comme une élection crédible et transparente, pendant qu'au départ, dans sa prestation de serment, on voit déjà les drapeaux, on voit déjà les une autre chose encore. Oui, oui. J'ai suivi professeur Mbata. Oui, oui. Il vient déjà louer Denis Kadima alors que professeur Mbata est de l'UDPS. Il loue déjà Denis Kadima alors qu'il n'a pas encore fait le travail. Alors on se demande déjà, le fait, vous êtes de l'UDPS, vous louez déjà le président qui nous a pas encore montré de quoi il est capable. Et donc vous savez déjà que c'est votre pion. Donc on pourra dire que c'est les tickets gagnants de l'UDPS ou les tickets gagnants du président Félix Tshisekedi. Bon, c'est là où ça pose aussi un grand problème par rapport à la désignation de Denis Kadima. Le fait pour lui d'avoir des relations ou aussi son appartenance dans un parti politique au pouvoir. Normalement, si aujourd'hui nous considérons le professeur Mbata, moi c'est un professeur que je respecte tant, je lui dois d'ailleurs du respect, j'ai longtemps suivi ses enseignements de droit constitutionnel la deuxième année de Radioa. En tant que juriste en formation, j'ai vraiment suivi ses enseignements, et à chaque fois quand il fait ses interventions, normalement je ne condamne pas ses interventions, et d'abord il les fait en tant que scientifique, en tant que Congolais, en tant que quelqu'un qui pourrait normalement avoir des estimes et des considérations de la compétence de tous ceux qui pourraient arriver quand le professeur Mbata fait ses interventions, vous reconnaissez vraiment la qualité là des professeurs à la personne des professeurs Mbata? Bon, normalement, ce qu'il enseigne à l'université et ce qu'il dit devant la télé. Je ne serais pas entré dans la considération des gens. C'est pour cela que je vous ai dit au début de cette émission, je resterai trop scientifique. Je resterai trop scientifique dans le cadre de cette émission pour ne pas éviter de me débarquer dans la toile, dans la considération des gens, est-ce qu'il est professeur ou pas. Moi, parce pour que ce qui est moralité, les programmes, quand ils parlent de... Parce qu'on peut être professeur et que vous avez un parti politique et vous avez l'obligation de soutenir normalement ces partis politiques. Et le fait pour vous de soutenir ces partis politiques, il ne vous donne pas, vous, le passeport à quelqu'un d'autre de pouvoir se débarquer de façon de passer pour dire que non, nous mettons ses compétences en cause, le fait pour vous de soutenir une opinion normalement qui n'est pas soutenue par les autres, parce que c'est un avis. C'est aussi Merci beaucoup sur ces points. Nous pensons qu'on peut déjà aller sur un autre point qui est l'affaire RAM. RAM, aujourd'hui, on ne sait pas. En fait, c'est pour cela qu'on vous a appelé. Merci beaucoup. RAM, ça tire vraiment. Je peux dire que, bon, le problème c'est que un grand disait à son temps que un homme politique, et c'est celui-là qui pense aux élections futures. Mais un homme d'État, c'est celui-là qui pense par contre à la génération à venir. Nous avons comme l'impression que c'est que les peuples congolais veulent, nos politiciens ne s'intéressent pas à ça. Parce qu'on n'a même pas vu de marche pour enlever, je ne sais pas si je dois appeler ça taxe ou libéralité, je ne sais pas moi quoi. Les noms que je vais employer pour enlever ça. D'abord, vous étant juriste, RAM, sa nature juridique, ça veut dire quoi? On peut considérer RAM comme quoi? Une taxe, je ne sais pas moi, si je peux d'abord dire même impôt, ou une libéralité, je ne sais pas moi. C'est quoi? Voilà, merci beaucoup pour la question. Vous voulez savoir la nature juridique de la taxe RAM qui fait aujourd'hui objet de plusieurs débats dans les réseaux sociaux, même voire dans plusieurs plateaux de télévision. Oui. Bon, moi, à mon avis, en tant que chercheur en droit, je dirais que c'est une situation normalement qui paraît comme la pluie, qui normalement n'a pas été prévue. Même par son application auprès du peuple congolais pour s'attendre à cette situation qui pouvait normalement arriver après, tu vois. Moi, étant que juriste ou chercheur en droit, je pouvais peut-être donner mon intervention.
sur des aspects. Et je finirai par donner ma propre position par rapport à la situation rame. C'est un peu vite. Certains pensent que le fait pour la taxe rame de ne pas tirer son soubassement dans la loi des finances, automatiquement devient une taxe contre legen. Taxe contre legen en droit, c'est une taxe contre la loi. Parce que seule est la loi des finances qui détermine les taxes auxquelles qui doivent être fixées par le peuple tout comme la population. Mais par le fait que cette loi des finances n'a pas prévu cette dite taxe, certains les reprochent de l'illégalité, voulais-je dire. Et après avoir les reproché de l'illégalité, certains même juristes ont considéré que lorsque vous fouillez la loi des finances, vous comptez à partir de la première page jusqu'à la dernière, du premier article jusqu'à la dernière, vous ne trouverez nulle part où on a indiqué la taxe rame normalement. Le deuxième point. Et sera dans l'obligation d'être appliquée par la population. Je n'ai pas encore fini, nous ne sommes pas dans un acharnement. On court vers l'État. Nous devons faire comprendre le peuple congolais on court vers l'État à pouvoir comprendre certaines choses avant de se lancer dans une quelconque manifestation et tout autre chose. Vas-y. Tu vois, le fait pour celle-ci de ne pas trouver son soubassement, parce que c'est un terme vraiment normalement que je vais utiliser, le fait pour celle-ci de ne pas trouver son soubassement dans la loi des finances, elle est reprochée de l'illégalité et elle n'a pas droit d'être mise en application. Dans le cas contraire, on peut considérer que c'est de l'escroquerie. Et ceux qui l'ont inventé, normalement aujourd'hui on les appelle, ce sont des escrocs. Merci. Mais lorsque nous revenons dans la position de ceux qui le soutiennent, certains d'autres aussi disent que non, en réalité, la taxe rame ne trouve pas son soubassement dans la loi des finances. Mais nous avons un décret du Premier ministre honoraire qui l'a créé. Mais le ministre de Pétentique à l'époque n'avait pas voulu à ce que cette taxe-là soit mise en application. Nous, on ne connaît pas les raisons. Mais le nouveau ministre, quand il est arrivé aux affaires, la toute première des choses, il a estimé que donc, normalement, c'est quelque chose qu'on doit normalement mise en application pour permettre à l'État de couvrir à ses dépenses. Lorsque nous sommes dans cette hypothèse-là, où cette taxe-là trouve son soubassement dans un décret du Premier ministre qui l'a créé, automatiquement, nous ne pouvons pas la reprocher de l'illégalité. Elle n'est pas illégale parce qu'elle trouve son soubassement dans un décret du Premier ministre. Et lorsque nous entrons en profondeur dans l'application ou l'applicabilité de la dite taxe, normalement, dans le cas d'espèce, nous la considérons normalement, tantôt, elle n'est pas une taxe, tantôt son caractère paraît comme un caractère obligatoire parce que lorsque nous regardons la façon dont la taxe rame est en train d'être expliquée par les Congolais, vous finirez par vous rendre compte que non, je ne suis plus encore en face d'une taxe, mais par contre, je suis en face d'un impôt, je suis en face d'une quelconque escroquerie que normalement, personnellement, moi, je ne sais pas comment le définir ou l'identifier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Merci beaucoup, mais votre position, parce qu'on nous a dit qu'il nous reste 5 minutes. Affirmatif. Votre position sur cette, je ne sais pas moi, taxe. Ma position par rapport à la dite taxe, je dirais, d'abord, c'est une taxe contre l'Egen. Le fait pour elle d'être mise en application, sans toutefois passer par toutes ces étapes pour qu'elle soit considérée comme une taxe. Automatiquement, ça devient une taxe contre l'Egen. Et surtout dans les cas d'espèce, lorsque nous considérons ou nous regardons, nous analysons comment est-ce que la taxe rame est en train d'être appliquée par les Congolais, automatiquement, ça viole le caractère même normal d'une taxe telle qu'est définie par la loi des finances. Parce que son caractère, c'est quoi? Parce que là, ça nous ramène à une notion de
Droit fiscal. De droit fiscal. Une taxe a un caractère facultatif, ce qui fait que vous pouvez ou ne pas vouloir payer cette taxe. On ne peut pas vous conditionner quelque chose qui est à la différence avec l'impôt. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qui a la différence avec l'impôt. Mais lorsque nous regardons comment est-ce que la taxe RAM est arrivée à la République démocratique du Congo, et de manière si vite comme il n'y plus automatiquement, elle s'impose automatiquement, ça viole son caractère facultatif et ça entre automatiquement dans un caractère obligatoire. Je n'ai pas encore fini. Non seulement ça dans ce caractère obligatoire, lorsque vous regardez même dans la politique de la vulgarisation de la dite taxe, normalement, avant que celle-ci ne soit mise en application, normalement, ça doit passer par ce qu'on appelle la vulgarisation. Ce qui veut dire qu'on devrait d'abord passer, on vulgarise, on fait comprendre aux contribuables congolais, tout comme à tous les Congolais, on les fait comprendre qu'en réalité, c'est ici, c'est comme ça que vous serez taxé de ça et de ça, tu vois. Mais la taxe RAM n'a pas obéi à toutes ces étapes-là. Elle est venue, elle est sortie automatiquement, elle s'impose. La population ne s'est pas entendue est-ce qu'elle pouvait arriver. Et aujourd'hui, elle se rend compte que non. Je suis en train de perdre l'argent dans telle ou telle autre chose. Autre chose que je peux peut-être souligner, c'est après la défense du ministre de Pétentique qui finira par dire que non, normalement, nous avions créé cette taxe parce que pour intervenir dans les domaines de la gratuité de l'enseignement. C'est maintenant que moi, personnellement, je t'ai informé que comment est-ce que la dite taxe, donc ce sont les peuples congolais, les dames, les femmes, les hommes qui sont au niveau territorial, à Munzunzu, dans les Kabe, à Kamwanga, à Lupatapata, soutiennent maintenant la gratuité de l'enseignement à travers les souhaits de leurs fonds qui sont imposés par la dite taxe à chaque fois quand ils rechargent des crédits. Outre que ça, un autre élément, c'est par rapport à la technique de perception de la dite taxe. Ce qui est vrai, normalement, les Congolais n'ont pas la culture. S'il vous plaît. Oui, je cite ça. Les Congolais n'ont pas la culture fiscale. Ils ne sont pas habitués à payer l'impôt. Ils ne sont pas habitués à payer les taxes. Tu vois? La grande difficulté est que dès qu'ils sont en face de tous ces genres de situations pareilles, ils ne sauront pas comment se situer parce qu'ils considèrent ça étant comme une escroquerie. Tu vois? Merci, nous avons saisi. Trésor Kayeye. En tout cas, je suis content de votre intervention savante. Il sera comme la dernière question. Affirmatif. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tout? Parlons de l'affaire CENI. Vous touchez un peu sur RAM. Vous avez que 1 minute. Votre mot de la fin. Bon, normalement, je souhaiterais votre conclusion. Vous me donniez même 5 minutes. Non, votre conclusion sur... Nous référons à tous les points que je vais énumérer ici. Lorsque vous parlez déjà, c'est déjà bon. Votre conclusion, 1 minute. Bon, normalement, ma conclusion est que je suggérerais à ce que le gouvernement, donc le gouvernement, l'État congolais, puisse normalement prendre ses dispositions, puisse vraiment respecter les lois de la République. Nous ne pouvons pas demeurer et entrer dans une gestion comme des coutumiers, des navigateurs à vie, ou auxquels nous pouvons nous débarquer sans respect des textes et des procédures, et automatiquement on impose et on fait en sorte que nous puissions arriver dans une quelconque gestion pareille. Je suggérerais à ce que les dirigeants de la République puissent normalement respecter les textes et les procédures et se mettre même à la place de ces peuples congolais. Parce que moi, à chaque fois quand je prends parole quand je prends parole en public dans le cas des émissions politiques et tout, je n'interviens pas seulement pour le plaisir d'intervenir, mais plutôt, des fois, j'interviens en me mettant à la place de ces peuples congolais-là qui ne comprennent pas les turpitudes politiques qui t'a de gauche et de droite. Moi, je me mets à la place de ces peuples-là qui jusqu'à présent n'ont pas encore compris on est où, on lui impose des histoires et il n'est même pas à mesure de jouir de ses droits en tant que
congolais et qui ne se retrouve pas qu'il est dans la démocratie, que c'est lui-même qui se pose, c'est lui-même qui gère et c'est lui-même qui dirige. Voilà, c'est un peu ça ce que j'ai suggéré à la... Merci beaucoup. Merci. Et ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous avons reçu pour vous Trésor Kayeye Bitangi. Il a parlé, vous avez compris. Et voilà ce que nous pouvons que dire lorsqu'on est à une position d'autorité. Il faut se dire que une bonne autorité est celui-là qui se met à la place des autres. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Et à la... Mais je vais dire, je finirai pas ainsi sans pour autant dire merci à l'équipe technique. Et là, je vois Herman, je vois Jérémy, chapeauté par le grand maestro, le PDG de Roser Bouya. Portez-vous bien, à la prochaine.